Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes et merci d'être venus donc, pour notre webinaire qui porte sur le thème du handicap en action. Avec moi, Ophélie Stéphane. Enchanté, Bonjour. Ophélie. Bonjour à toutes Merci et à d'être là. tous et bonjour Louis. Merci d'être là avec nous. Moi, Louis Barchon, rédacteur en chef de la revue Lecture Jeune. Alors, je vais vous passer donc le diaporama. Normalement, si je partage mon écran, vous devrez pouvoir le voir. La revue Lecture Jeune qui dépend donc de l'association Lecture Jeunesse et qui a fait un numéro sur le thème du handicap en juin 2023. Euh, la revue, elle a été créée il y a 45 ans. Elle s'adresse à l'ensemble du public des médiateurs du livre, enseignants, professeurs de documentalistes, bibliothécaires, libraires, etc., qui s'adresse aux 11-18 ans. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment, à la fois dans ce dossier et aujourd'hui lors de ce webinaire, la volonté d'axer cette problématique de l'accessibilité au niveau du public adolescent. Et donc, comme vous le voyez, ce numéro est sorti en papier, mais il est également accessible en numérique. Et il s'accompagne, en plus de ce dossier sur le handicap, de chroniques sur la littérature jeunesse, puisque voilà, c'est notre angle de travail pour la revue. Dans ce cadre-là, je suis avec Ophélie Stéphane. Ophélie, tu es responsable du secteur jeunesse à la médiathèque Elsa Triolet de Bobigny. Oui, c'est ça. Et tu es aussi référente accessibilité, il me semble. Non, Euh, non, mais du coup, tu non, travailles en sur fait, il n'y a l'accessibilité quand pas. même. Voilà, oui, voilà. Donc, je suis responsable du secteur jeunesse dans les médiathèques de Bobigny. En fait, il y a trois équipements de lecture publique à Bobigny. Bobigny, c'est une ville du 93, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a une bibliothèque centrale, donc Elsa Triolet, là où je travaille, une bibliothèque de quartier et un bibliobus. Et on n'a pas de référent accessibilité ou référent handicap, mais avec mon équipe, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc, je suis arrivée il y a 3 ans dans cet équipement et on a mis en place un fonds lecture adaptée. Donc, vous pouvez voir en photo, là, Louis partage le meuble avec les collections. Voilà. Et donc, là-dessus, justement, on va un peu t'interroger autour de ça. Donc, c'est quoi un fond de lecture adapté? Qu'est-ce que tu mets dedans? Comment tu situes ça? Oui. Alors, en fait, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes de parents qui ont des enfants dits avec des troubles de l'apprentissage 10. Donc, ça comprend la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, la dysphasie, si je ne l'ai pas dit, désolée, dysorthographie et dysgraphie. Voilà, donc je vous ai donné les troubles, maintenant je dirais 10 parce que ce sera plus simple, Mhm. pour en parler. Et donc, beaucoup d'enfants avec des troubles 10, mais aussi des parents d'enfants malvoyants. Voilà, ils nous demandaient des ouvrages et c'est vrai qu'on les avait en lecture sur place, on pouvait les présenter, mais les gens ne pouvaient pas repartir avec. Donc, on a réfléchi avec mon équipe, on s'est posé beaucoup de questions, on a contacté beaucoup de structures, notamment les bibliothèques de Bretagne qui sont reconnues pour leur mise en avant des collections 10. Mhm. Et, euh, et donc, on s'est dit, allez, on se lance. On s'est lancé en septembre 2022. On a mis ce meuble en avant. En fait, il est placé à côté de la banque de prêt. Donc, c'est un peu comme un présentoir de nouveautés, mais avec des lectures adaptées. Et donc, dans ces lectures adaptées, on a des romans, des documentaires, des contes, des albums, des textes lus. On aimerait bien des DVD. Donc, c'est pour une prochaine commande. Et donc, c'est des lectures qui sont donc soit 10 en gros caractères, enfin en 10, c'est-à-dire avec une police de caractères accessible aux 10, 10 braille, des gros caractères, je l'ai déjà dit, mais aussi des livres tactiles. Voilà. Et donc, Euh, tu as voilà, ce fonds qui donc est au niveau du secteur jeunesse. oui. Euh, et je me demandais quelles animations tu proposais autour de ce fonds. Notamment, est-ce que voilà, vous accueillez des groupes?
par rapport voilà, du public voilà, en situation de handicap, ou est-ce que voilà, vous mettez en place des choses par rapport à l'animation de ce fonds? Euh, Bien sûr. Alors, on accueille, plusieurs groupes. On travaille avec, l'Institut médico-éducatif, de Bobigny. Donc on accueille 2 groupes, 1 par semaine, donc c'est un roulement tous les 15 jours, de 5 et 6 jeunes, porteurs de handicap psychique. Donc là, ces accueils, le principe, c'est de, leur faire découvrir l'objet livre, la lecture, leur donner envie de venir à la bibliothèque aussi, enfin la médiathèque, voilà. On favorise aussi, enfin, ça leur permet, enfin, on essaye donc de favoriser la parole, l'écoute et l'expression, développer les apprentissages. Voilà, ça, c'est nos objectifs en fait quand on reçoit ces groupes. Et donc, on leur présente des ouvrages donc avec des thématiques qui peuvent les toucher. Donc, quand c'est des adolescents, enfin, je sais que le groupe aime beaucoup Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. Voilà, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est voilà, un roman qui plaît beaucoup aux adolescents. On a aussi, là, c'est moi qui les accueille, c'est la MAS, c'est la maison d'accueil spécialisée. Donc là, ce sont des adultes entre 30 et 35 ans qui présentent des troubles autistiques assez sévères. Et ils ont aussi d'autres pathologies comme des problèmes de cécité et aussi de l'appréhension. Ils ont du mal à manipuler les objets. Donc avec eux, ce que je mets en avant, c'est beaucoup de lecture jeunesse, donc des albums jeunesse, mais aussi des livres tactiles, parce qu'avec eux, l'important, c'est de travailler le toucher. Il y a aussi, là, j'utilise par exemple le livre de Lucie Félix, Prendre et donner, puisqu'il faut prendre un rond et le donner après dans l'autre page, on le remet sur la page. Et aussi, on utilise des comptines en LSF. En fait, il y a un rituel pour les accueillir. Par exemple, on dit bonjour. Donc voilà, ça c'est le signe pour dire bonjour. Donc ils nous répondent comme ça. Voilà. donc LSF, langue des signes française. Du coup, Oui, pardon, excusez-moi. Oui. oui. Donc, il y a également, tu disais, voilà, les livres tactiles. Donc, les livres tactiles, c'est des livres avec des objets, des manipulations à l'intérieur. Comment Oui. tu définirais ça? Alors oui, oui. En fait, il y a différentes matières dans ce livre. C'est par exemple, il va y avoir une souris. Et donc la souris aura le pelage doux. Donc ce sera une sorte de mousse, enfin quelque chose comme de la moquette, par exemple. Mais par exemple, de l'eau, ça peut être du papier un peu plastique. Quand on le touche, ça fait un peu de bruit, voilà. Et il y a une maison d'édition qui est très bien pour ça. Enfin, c'est Les Doigts qui rêvent qui propose ce Hmm, genre de livre. ok. Donc là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus la main sur sur D'accord, le c'est pas PowerPoint. grave, ce Donc, sera pour du coup, après. on est passé à la C'est un manette. petit, Donc, c'est un petit teasing. voilà. Donc, du coup, je veux bien que tu nous parles de la manette, vu on est face à cette manette. Alors là, maintenant, on a la Euh, vidéo, du coup. oui. Bah, est-ce que je peux revenir sur le fond lecture adaptée, juste si vous... Oui, J'ai oublié. Voilà, bah, bon, et puis on continuera après. Désolée pour cette oui, vidéo. voilà. Donc là, on vous a présenté Oui, la manette, du coup. Donc, on y reviendra, mais l'idée, c'est que vous avez vu à quoi ça ressemble. Mais du coup, oui, attendez. Du coup, je vous repartage le fond de lecture adapté. Il est là. Voilà, on y est. Donc, oui, voilà, on oui, pourrait rester merci. sur la lecture adaptée, ouais. Oui, oui, oui. En fait, parce que le travail de recherche pour mettre en place ce fonds, on a beaucoup, enfin, bah, voilà, on a réfléchi, on a contacté d'autres médiathèques, etc. Et pourquoi on est parti sur lecture adaptée et pas, par exemple, on avait vu les fonds faciles à lire. On s'était dit, tiens, peut-être que ça rejoint les livres qu'on veut mettre à disposition du public. Mais en fait, non, Mhm. puisque celui-ci est destiné à un public qui a des difficultés de lecture. Et le public qu'on a dans lecture, enfin qu'on essaie de toucher dans lecture adaptée, effectivement, il y a les troubles d'apprentissage 10, mais les personnes ayant des troubles, pardon, les personnes lisant en braille ou en gros caractères, c'est pas
c'est pas qu'ils ont des difficultés avec la lecture, c'est qu'ils ont c'est handicapant pour lire, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on est parti qu'on n'a pas pris facile à lire, on n'a pas pris comment on appelle ça? Pardon, je perds mes mots, parce que c'est un fonds, voilà, c'est un label du ministère de la Culture. Mmh. Et, et en fait aussi, la question qui s'est posée, c'est qu'on voulait un fonds qui ne soit pas stigmatisant. Parce que c'est vrai que on s'est dit, on s'est demandé si on mettait ces documents dans les collections. Donc par exemple, un documentaire 10 dans les documentaires dans la section, ou si on les mettait à côté. Donc on a fait le choix de les mettre à côté. Donc effectivement, mettre un fonds à part, ça reste stigmatisant, mais ça permet une meilleure médiation et on parle plus facilement avec les gens. D'ailleurs, le fonds sort, les gens se servent aussi sans regarder. Ils disent ah tiens, un livre, ils le prennent, ils ne voyaient pas que c'est un livre en gros caractères, et ils nous disent non, il n'y a pas de problème. Et puis c'est bien de découvrir aussi, en fait, ça permet une plus grande visibilité pour le public. Ouais. Bah, là-dessus, on a 2 questions. Moi, je pense que c'est bien de les traiter vu que c'est vraiment en rapport avec Oui. le fond. On a une première question sur le livre d'Hervé Tullet qu'on voit en présentoir. Donc Mathilde Salard demande s'il est en version adaptée justement. Oui, alors là, il est en version tactile. En fait, les ronds, il y a un rond qui est tondu, un rond qui est poilu et un rond qui est lisse. Voilà. OK. Donc il y a vraiment une différence quand on touche le rond, et ça, je l'utilise avec mon groupe de la maison d'accueil spécialisée, et ils aiment beaucoup. En fait, ils restent à toucher le rond tout doux. Enfin, Mmh. Et une autre question que posait Mathilde Salard, c'est comment on peut retrouver la liste des titres proposés dans ce fonds de lecture adapté sur le catalogue de la médiathèque? Est-ce qu'ils sont alors, isolés pour la recherche? Ouais. exactement, ils sont catalogués. Donc, par exemple, si on cherche livre 10, on retrouvera ces ouvrages. Après, on peut aussi choisir pour le fond. Le fond s'appelle lecture adaptée, donc les personnes, vraiment, on peut l'isoler parce qu'on peut trouver des livres 10 au secteur adulte qui parlent de la dyslexie. Alors que là, si on met le, le filtre lecture adaptée, on les retrouve facilement. Mmh. Très bien. Et maintenant, avant d'aller sur la manette, j'avais une La question manette. au niveau bah, justement de ce public-là. Est-ce que c'est, voilà, tu parlais des établissements, hospitaliers ou éventuellement des personnes qui sont dans des structures, particulières. Est-ce que c'est vous qui entrez en contact avec ces structures-là, ou est-ce que c'est ces structures qui vont vers vous? Comment se passent les partenariats, en fait, au niveau, bah, de la ville de Bobigny, ou même s'il y a des structures qui sont en dehors de Bobigny? Ces relations, comment vous les nouez? Comment vous les entretenez aussi, d'année en année? Parce que tu expliquais que ça fait 3 ans que vous avez mis en place ça. Du coup, comment tout ça, voilà, ça a été, organisé? Alors, la plupart du temps, ce sont les structures qui viennent nous chercher. Enfin, voilà, par exemple, la masse, j'ai rencontré l'accompagnant il y a 3 ans, dans la section. En fait, il cherchait des livres, on a discuté et il me dit: «Ah, ce serait bien qu'on puisse faire un partenariat, qu'on fasse des groupes, enfin, si vous proposez des accueils de groupe, et cetera». Et donc on a réfléchi ensemble à voilà, parce que savoir enfin, quel était ce groupe, combien d'usagers, et quand il m'a dit, voilà, qu'il travaillait à la maison d'accueil spécialisée, voilà, quelle pathologie, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. J'ai demandé si on pouvait travailler sur des textes où on a besoin de parler après, par exemple des débats, donc ça, c'était pas possible. Mais voilà, c'était vraiment le toucher, la vision. euh, donc voilà. Euh, pour les accueils, on fait aussi des accueils de classe d'écoles scolaires, enfin d'écoles, c'est d'écoles scolaires, c'est d'établissements scolaires. Et là, on leur présente le fonds lecture adaptée, parce qu'il y a pas mal de professeurs aussi qui se retrouvent avec des enfants qui présentent parfois des troubles autistiques. Là, on n'en a pas dans le fond encore, on est en train de les cataloguer. Il y a des livres par exemple, Le Petit Chaperon Rouge, il est symbolisé par un symbole, un triangle rouge, le loup est par un rond noir. J'ai plus la maison d'édition en tête, mais voilà, c'est des contes accessibles pour les personnes présentant des troubles autistiques. Donc voilà, on leur montre donc le fond, et après c'est du bouche à oreille aussi.
on a pas mal de profs qui nous appellent et qui nous disent « Oui, vous avez un fonds en lecture adaptée, ce serait super parce que moi, j'ai 2 enfants qui ont des troubles 10, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ?» Très bien. Eh ben, on va venir maintenant sur cette fameuse manette qu'on nous a Oui, teasée et alors voilà. je veux faire durer encore le suspense parce que Oui, j'en bah, vas-y, profite. vas-y, accélère. Oui, c'est vrai que vous voyez la deuxième photo, c'est vrai que là, la règle de Oui, lecture, voilà, on propose voilà la règle de lecture, ouais. euh, la règle de lecture. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une règle de lecture qui permet d'isoler une phrase pour les enfants atteints de troubles 10. Donc là, on la voit pas, enfin, on peut voir. Après, je l'ai prise. J'en ai prise une avec moi. Non, on la verra On la pas. voit pas à cause du fond. Voilà. Donc, ça permet d'isoler la ligne. Il y a différentes épaisseurs parce que les livres en gros caractères, par exemple, on peut aussi, on a un espace au milieu qui est plus grand, qui est de 2 centimètres, par exemple. Et donc, sur la règle, vous voyez, il y a une flèche, donc elle va vers la droite. Et il y a une petite pastille verte pour dire que c'est le feu vert, c'est là où on commence à lire. On s'arrête au feu rouge et la ligne bleue et la ligne marron en haut et enfin, en haut et en bas de l'espace, c'est pour signifier le ciel, parce que c'est vers le ciel, et la terre, voilà, c'est pour l'ordre, bien placer la règle, en fait. Ouais. Ah oui, pour le sens de lecture aussi, Exact. ouais, J'espère avoir été claire, je suis désolée aussi. OK. Bah, oui, oui, si, si, très clair. Donc Et on passe à donc, la fameuse manette. on passe, alors moi, j'ai plus le contrôle sur le PowerPoint, j'ai l'impression, parce que là, je fais avec tes flèches et ça bouge pas. Voilà, donc la vidéo. On va repasser. Ouais. Alors, bah, voilà, là, c'est une vidéo, c'était le boîtier pour cacher les fils de la manette. Mais on va peut-être repasser sur les photos de la manette pour que je Ouais, puisse expliquer. Bon, alors, en attendant d'avoir les photos, en fait, à la bibliothèque, enfin la médiathèque Elsa Triolet, on a un Fab Lab qui a ouvert en septembre, et enfin un espace numérique avec un Fab Lab. Donc, on a des machines super sympas. C'est-à-dire, on a une imprimante 3D, une brodeuse numérique, des robots, des cartes Makey qui ont servi à faire la manette. Et donc, on aimerait, avec cet espace, enfin, cette nouveauté, ce nouveau service, proposer un espace plus inclusif, donc susceptible d'accueillir tous les publics. Et donc, la règle de lecture va être faite en PLA. Donc, c'est une, j'ai le nom quelque part, c'est acide polyactique, mais en fait, c'est de l'amidon de maïs. Donc, c'est biodégradable. Et donc, on ferait des manettes, enfin, pardon, des règles de lecture en PLA qu'on mettrait à disposition du public. Voilà. Et on a aussi proposé donc cette manette. Alors là, vous pouvez voir la première photo, c'est le socle. Donc, on a essayé de faire des touches assez grosses pour pour les gens qui ont des problèmes de préhension. Ensuite, on a mis une carte Makey. Alors, une carte Makey, c'est une petite interface qui est très facile d'utilisation. En fait, c'est un dispositif d'émulation donc qui peut remplacer un clavier ou une souris. Et en fait, elle se relie à un port USB et elle a des petites pinces crocodiles au bout des, elle a des petits câbles munis de pinces crocodiles. Et quand on pince une matière conductrice, donc par exemple de la pâte à modeler ou un fruit, eh ben, c'est conducteur et on peut simuler donc, les touches du clavier ou de la souris. Voilà. Donc là, on a mis de la pâte à modeler, des touches, et donc il faut toucher la prise terre, donc la prise verte, avec sa main gauche, et ensuite on peut actionner les touches directionnelles, comme vous l'avez vu sur la photo de, de la modélisation du petit boîtier. Et ensuite, on peut aussi l'utiliser avec une autre vidéo, si on peut lancer oui. un petit jeu. Du coup, j'arrête mon partage et là, du coup, ouais, on va vous montrer, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette manette concrètement. Enfin, une fois qu'elle est créée. Voilà, c'est ça. On, on peut jouer à Tetris. Voilà. Donc là, mon poignet touche la prise verte
et je peux actionner les quatre touches. Et donc, on aimerait beaucoup en modéliser beaucoup plus pour pouvoir accueillir le public. On sait que des personnes âgées l'ont déjà utilisé à la place de la souris parce que parfois, avec l'âge, on n'arrive plus à tenir la souris et à cliquer, alors que là, il faut juste poser sa main sur les touches. Mm. Eh ben merci Ophélie pour ta présentation de ce que vous faites à la médiathèque. Moi, je vais essayer de revenir un peu sur ce que tu as présenté avec nous, ce qu'on a traité dans le numéro de la revue. D'ailleurs, j'invite encore les personnes qui participent à poser vos questions si jamais vous en avez. Nous, on a prévu de consacrer un temps à la fin pour revenir dessus, mais n'hésitez pas à les poser dès maintenant, comme ça nous permet voilà, de les avoir en tête et de pouvoir mieux y répondre à la fin du webinaire. Alors, j'ai partagé mon écran pour vous montrer donc le numéro. C'est bizarre, pourquoi je ne peux pas partager? Attendez. Voilà, il est là. Hop. Donc, c'est le numéro. On voit les belles petites, les belles petites pièces de puzzle. Donc, ce numéro, on l'a sorti en juin 2023. On a essayé voilà, d'être assez exhaustif sur ce qui existe dans l'univers ado à destination voilà, du public en situation de handicap. Dans ce cadre-là, je vais vous montrer donc premier. Donc le sommaire, comme toujours dans le numéro de lecture jeune, on a trois parties. Une partie pensée qui fait intervenir des chercheurs qui vont plutôt revenir de manière générale sur voilà, les avancées de la recherche et les débats qui existent au niveau de la question du handicap, en l'occurrence. Ensuite, on a la partie agir qui fait intervenir des professionnels sur le terrain qui réalisent des dispositifs de médiation, comme toi, Ophélie, dans différents cadres. Donc là, en l'occurrence, on avait voilà, des associations, une AESH, des professeurs. Et puis à la fin, la partie lire, qui elle se consacre plus spécifiquement à la question de l'édition et de voilà, la littérature jeunesse, en l'occurrence, par exemple, avec un entretien avec Mario de Muraille. Donc là, par rapport à ce que tu disais, Ophélie, je propose voilà, je vais essayer de brosser rapidement un peu les différents sujets qu'on a traités et de me concentrer sur des interventions qui font écho à ce que tu détaillais au niveau de l'accueil en médiathèque et puis de la question du fond de lecture adaptée. Donc tout d'abord, on avait un article de Hervé Benoît, donc, qui est chercheur à l'INSEI, qui est donc spécialisé sur les questions d'accessibilité et en particulier envers le public des jeunes. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans son article, il va définir qu'est-ce que c'est le handicap. Et ce qui est un peu contre-intuitif d'après la manière dont le handicap est traité, notamment sur le plan administratif, c'est que ce qui met bien en avant, c'est que le handicap, c'est lié à la manière aussi dont on organise la société. C'est-à-dire que, un exemple tout bête, dans une société où l'écrit n'est pas important, puisqu'on est une société orale, on va dire, voilà, dans des sociétés de l'oralité, la question de la dyslexie n'est pas problématique. Tandis que dans notre société à nous, qui repose beaucoup sur l'oral, ça peut devenir un enjeu et quelque chose qui peut être handicapant. Et il dit du coup, le handicap, c'est pas quelque chose avec lequel on est, même si on peut avoir en tête l'idée que, évidemment, on est handicapé, puisqu'on n'a pas que des choses que d'autres ont, c'est que des choses que d'autres ont et que d'autres n'ont pas dans certaines sociétés ne vont pas poser problème, tandis que dans la nôtre peuvent poser problème, et c'est ça qui crée aussi une situation de handicap. Donc là, il fait un peu un historique du handicap. Voilà, le fait que, par exemple, c'est une notion qui est récente, puisqu'avant, on ne parlait pas de handicap en tant que tel. Donc voilà, il revient un peu sur le modèle, les différents modèles du handicap qui ont été soulevés dans la société française et le fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une optique en fait de changement plus général de l'organisation des pratiques de médiation qui permettent d'intégrer la question du handicap que dans des aménagements voilà, un peu pour certaines personnes qui peuvent avoir tendance à du coup les exclure. Et il y avait évidemment toute cette question de l'accueil qui se pose et comment on crée voilà, des dispositifs qui soient justement adaptés
à tout le monde. Et c'est ce qu'il, voilà, quand on parle de société inclusive, c'est l'idée de l'inclusion, c'est que justement, on essaye de mettre tout le monde, entre guillemets, dans la même situation. Et puis on reviendra là-dessus, puisque c'est un enjeu en bibliothèque, puisque la bibliothèque est ouverte à tout le monde. Et c'est justement là qu'il y a quelque chose qui se complète là-dessus. On a également donc un article de Chiara Ramiro, qui est pour le coup, elle est franco-italienne. Enfin, en tout cas, elle connaît très bien le paysage de la littérature sur le handicap en Italie et en France, et elle a réalisé une thèse en fait là-dessus, qui est assez intéressante parce qu'elle montre que les sujets qui vont être abordés en France ou en Italie sur le handicap sont pas les mêmes, et que du coup, les enjeux de sa représentation en littérature sont pas forcément les mêmes non plus. Voilà, ce qui nous permet de voir que on a aussi une approche en France du handicap qui est propre à notre pays et qui n'est pas l'approche que tous les pays ont. Et là-dessus, elle revient un peu sur tous les livres sur le handicap et notamment sur le fait que le handicap physique a pendant très longtemps été le handicap le plus évoqué en fait en littérature, puisqu'il est facile, entre guillemets, à voir, à comprendre, Il est visible, mais oui. de plus en plus... Comment? Je disais, oui, il est visible. Oui. Et c'est tout l'enjeu, en fait, du coup, elle disait, aujourd'hui, on essaye de beaucoup plus aller sur les handicaps invisibles, et ça pose, voilà, un certain nombre de problématiques en termes d'écriture, comment réussir à le faire comprendre aussi à un public préado ou adolescent. Mais on voit qu'il y a un intérêt de plus en plus marqué pour ça, et pour notamment l'acceptation des différences, et le fait de se dire qu'on essaye aussi de déstigmatiser par la littérature des choses qui, avant, pouvaient être soit vues comme gênantes et donc pas traitées, soit vues comme potentiellement difficiles à comprendre, et donc on le mettait un peu, entre guillemets, sous le tapis, on n'en parlait pas, quoi. On a enfin la question de, là, pour le coup, l'enseignement. L'enseignement. Et donc là, ça pose voilà, tous les enjeux de l'inclusion scolaire. Donc là, en l'occurrence, on a une professeure de lettres qui travaille dans un établissement, donc EREA. Euh, on a également voilà, une chercheuse qui travaille sur la question du numérique, la manière dont le numérique peut être un outil pour certains publics de l'accessibilité des contenus. Euh, on a enfin l'association pour les droits du handicap qui est la FNASEP, qui est l'association qui a été à l'origine, à la base, des accompagnants scolaires pour les personnes en situation de handicap, qui a permis ensuite leur reconnaissance institutionnelle et la mise en place de ces professionnels-là dans le cadre scolaire. Et donc là, ils reviennent vraiment sur la philosophie de l'inclusion scolaire et la manière dont ça interroge l'organisation de l'école en France. Ensuite, une AESH qui témoigne sur la pratique de son métier. Euh, et enfin, là, on arrive donc sur la partie de l'édition. Donc, on a tout d'abord cette question d'éditer des livres adaptés. Et donc là, effectivement, on a interrogé trois éditrices indépendantes qui voilà, sont regroupées dans une association qui s'appelle les éditeurs atypiques, et qui en fait travaillent tous ensemble sur la question de l'accessibilité auprès de publics différents, mais avec une mutualisation des données de la recherche et des approches, des dispositifs, des modes de fonctionnement, des voilà, types de mise en image ou mise en page qui peuvent aider justement les publics qui peuvent avoir besoin de ce type de contenu. Et mettait en avant le fait que la question du livre adapté, c'est évidemment une question qui a à voir aux situations de handicap, mais disait que plus généralement, au même titre qu'à l'école, en fait, ça permet aussi de créer des dispositifs qui peuvent avoir un intérêt pour les personnes en difficulté de lecture ou pour les personnes qui ont, on va dire, besoin, on va dire, voilà, d'un accompagnement particulier. Et que donc, du coup, toutes les questions que pose le handicap sont des questions qui, en fait, ont trait à l'ensemble des personnes qui peuvent présenter des difficultés dans le cadre de lecture, et que donc il ne faut pas le réduire à juste voilà, un certain public. Et ce qui montre bien que le handicap, c'est aussi un enjeu social plus généralement sur voilà, on réussit à créer des contenus qui s'adressent à toute une partie de la population qui pourrait sinon en être exclue. Et à citer pour exemple voilà, les personnes en difficulté de lecture, elle disait même les publics allophones,
en vérité, on voit que beaucoup de publics allophones peuvent avoir utilité à des livres en gros caractères ou à des livres avec beaucoup d'images, etc., parce que ça aide justement à pouvoir bah voilà, apprendre la langue, suivre le texte, etc. Surtout s'ils doivent apprendre l'écriture. Parce que voilà, il y a aussi cet enjeu-là pour les publics allophones. Quand on n'écrit pas voilà, avec l'alphabet latin, etc., il y a aussi le déchiffrage des lettres qui peut devenir un enjeu au même titre que le public voilà, ayant un trouble dyslexique. Et là, en l'occurrence, on y revient. Très intéressant, on a les éditions Voir de près, on a interrogé Agnès Binsock, qui est directrice éditoriale, et qui nous expliquait qu'en fait, elles avaient ouvert une librairie de livres en gros caractères, et qu'ils étaient... en fait, cette librairie avait permis de voir le besoin immense qui existait en France sur le public malvoyant, qui est un public qui est très mal appréhendé, puisqu'en fait, on va dire, il est ni dans le public, voilà, des publics aveugles, ni dans le public, on va dire, ayant des troubles 10 ou autres, et qui a souvent une méconnaissance, y compris par les personnes concernées, de la malvoyance, qui fait qu'il y a des pratiques d'autocensure assez fortes. Et elle disait, le fait d'avoir une librairie, ça fait que beaucoup de gens sont venus nous voir et nous ont dit, nous, on a besoin de ça, dans mon établissement, on a besoin de ça, moi, ma fille, ou moi, qui dois préparer le bac, j'aurais besoin de livres en gros caractères sur les classiques prescrits au programme de français. Et du coup, ils ont créé tout un catalogue avec aussi toute une réflexion sur les meilleures polices d'écriture, etc., qui de fait, et là on voit qu'il y a toujours des liens, peuvent aussi servir pour les publics présentant des troubles 10, puisqu'en fait, voilà, sur on va dire la facilité de lecture, on voit que ça peut être mis à contribution sur d'autres types de publics. Ensuite, on a donc la médiathèque, les handicaps en bibliothèque, donc en l'occurrence la Bretagne, Rémi Nouven, donc les référents accessibilité de la bibliothèque des Champs Libres de Rennes, et qui ont fait un gros travail sur la question du livre audio, du livre adapté, de la signalisation dans les espaces, parce qu'il disait qu'il y a tout un enjeu aussi pour que les personnes en situation de handicap accèdent au lieu, et pas seulement en ayant un ascenseur, par exemple pour les personnes en fauteuil roulant, mais également tout simplement pour pouvoir se repérer dans le lieu. Donc là, il montrait voilà, un plan sur les différents étages et également le fait qu'ils avaient des personnes qui sont chargées de cet accueil-là, qui viennent voir voilà, les personnes, aussi le fait qu'ils accueillent des groupes et qu'après ils essayent de donner le maximum d'informations et puis aussi de présenter les personnes en responsabilité pour que les personnes qui viennent en groupe puissent venir seules en se disant vous me connaissez moi, si jamais vous avez besoin d'aide, venez me voir moi ou demandez-moi, parce que ça aide en fait énormément à supprimer les barrières qu'on peut se donner sur le fait d'accéder à la bibliothèque et de se dire il y a quelqu'un que je connais, il y a quelqu'un qui peut m'aider, et cette présence humaine, il l'expliquait, est fondamentale en fait. La question de l'accessibilité, elle est aussi beaucoup voilà, dans des lieux comme la bibliothèque, dans l'accessibilité à des humains, à du personnel qui va être voilà, capable d'orienter. Et donc, il y a une formation qui se fait, ce qu'il disait, au niveau de l'établissement, à l'ensemble des personnes de la bibliothèque pour au moins avoir en tête les bonnes personnes à mettre en relation ou arriver à identifier la problématique de la personne qui vient en se disant, OK, là, on est face à quelqu'un qui a un trouble 10 ou là, il y a ça qui existe dans notre fond. Je sais que ça existe, je ne peux pas forcément présenter en détail, mais au moins, je peux orienter la personne de manière à ce qu'elle ne soit pas perdue dans le lieu, puisqu'en fait, la difficulté qui se pose à n'importe quel public, qui est celle voilà, de la difficulté d'accès, elle est renforcée pour les publics en situation de handicap. Et donc, il faut absolument éviter voilà, l'autocensure, d'où un gros travail dès la première arrivée d'accompagnement pour justement enlever toutes ces craintes a priori et faciliter ensuite le fait de revenir dans le lieu. Et donc, pour finir, voilà, last but not least, écrire sur le handicap. Donc là, bon, pour le coup, c'était un article, enfin un entretien avec Mario de Muraille, qui, pour le coup, venait nous parler de son travail d'écriture et de comment, en fait, la question du handicap, elle interroge beaucoup la question des représentations et la manière dont on parle, en fait, de la différence en littérature. Et elle disait qu'elle portait une attention particulière à ça
dans son écriture. Et donc, pour le coup, bah, voilà, si vous connaissez bien son œuvre, c'est intéressant parce qu'elle le met en perspective aussi avec son parcours personnel et avec également les situations auxquelles elle a pu être confrontée bah, voilà, dans son quotidien et plus généralement dans la problématique littéraire de comment arriver à faire reconnaître, à permettre la compréhension de problématiques qu'on rencontre pas soi-même pour justement nous aider à nous ouvrir et nous aider à avoir une meilleure lecture dans notre vie après quotidienne, voilà, d'enjeux sociaux comme voilà, le handicap chez certaines personnes. Et, euh, et là-dessus, bah, j'en ai fini sur la présentation de ce numéro. Donc, si vous intéresse, évidemment, vous pouvez le commander à l'unité sur notre site. Mais l'idée, c'était voilà, de montrer de manière générale un peu tout ce qui existe sur le handicap. C'est aussi un autre problème. Parfois, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui existe ou que c'est difficile de trouver des références. L'idée, c'était là pour nous de trouver un peu des profils de métiers ou des structures qui, pour le coup, ont une vraie lecture on va dire, problématisé sur l'accessibilité, en particulier sur le public des jeunes, qui est un public encore, voilà, encore aussi particulier. Donc, un peu euh, cette double, euh, cette double expertise qui voilà, a permis de créer ce numéro. Donc, je vois qu'il y a, voilà, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, du coup, dans le public. Sinon, bah, je te laisse déjà, Ophélie, réagir un peu à ce que j'ai présenté dans le numéro de la revue. Toi, voilà, je te voyais acquiescer de la Oui, oui, tête. non, mais Ouais. bah, c'était très intéressant. Après, la revue, je l'ai lue aussi, on est abonné, donc voilà, j'avais déjà feuilleté ce qui s'était dit. Mais oui, oui, bah, le fait qu'on prenne maintenant, enfin, c'est très récemment qu'on prend en compte les handicaps invisibles, voilà, et aussi l'accompagnement en médiathèque. Ça, c'est vraiment c'est pour ça aussi que nous, on a choisi de mettre le fond vraiment à côté de nous. Comme ça, dès que quelqu'un y va, on leur saute pas dessus, hein, mais on peut leur poser des questions, voilà, et puis les conseiller. Mais enfin voilà, non, c'était super Mm. intéressant. Bah, Et à ce niveau-là, du coup, je m'interrogeais. Là, tu interviendras à la journée d'études sur justement le handicap et oui, l'accessibilité à la BPI à la le 12 décembre. BPI. Ouais. Non, le 28 novembre, c'est mardi. Ah, c'est le 28 novembre. Très Oui, bien, je me suis trompé du jour. 28 novembre, voilà, très bien. Et je voilà. me demandais, toi, quels enjeux ça pose au niveau interne de la médiathèque, cette question de l'accessibilité, puisque bah voilà, les enjeux, je parlais de la signalisation, je parlais de la formation des personnels. Toi, qu'est-ce que tu as identifié comme problématique qui se pose Et- bah, à Bobigny, mais qui peuvent se poser dans d'autres médiathèques, évidemment? oui. Eh bien, en fait, bah, le 28, je vais en parler parce que je vais parler du secteur jeunesse, mais aussi du secteur adulte et du Mhm. bâtiment. Et notre bâtiment date de 1986, donc il n'est absolument pas fait pour accueillir des personnes en situation, enfin, à mobilité réduite. Et donc, par exemple, enfin, voilà, déjà, le... c'est terminé. Je vais vite terminer, pardon. Mhm. Donc, le bâtiment n'est pas du tout accessible et le mobilier non plus. Mais après, je pense que c'est le cas dans beaucoup, beaucoup de bibliothèques parce qu'il faudrait refaire des espaces plus grands pour avoir un mobilier plus bas pour accueillir vraiment toutes les sortes de handicap. Mhm. Bah, là-dessus, je vous renvoie donc sur les liens. Là, les liens utiles, bah, il y avait les liens pour rediriger vers la revue. Également, du coup, bah, la journée d'études, quelle médiation pour les publics en situation de handicap, auquel tu participeras, Ophélie, qui est donc librement accessible. Alors, c'est complet en présentiel. Voilà. Si vous vouliez venir à la BPI, malheureusement, c'est complet. Par contre, vous pouvez toujours suivre ça en ligne. Ce sera diffusé sur le site professionnel de la BPI, ce qui vous permettra voilà, d'avoir
un aperçu de la question au niveau voilà, des enjeux du ministère de la Culture, puisqu'il sera présent, le service du livre, également l'ABF. Voilà, on a des personnes qui interviendront là-dessus, dont voilà, l'ABF, il y a Rémi Nouven qui est membre de la commission accessibilité. Donc ça, c'est vrai que c'est des sujets qui sont vraiment pris à bras-le-corps au niveau des bibliothèques, puisque nous, ce qui est ressorti aussi quand on a interrogé des professionnels en bibliothèque, c'est que l'enjeu de l'accessibilité, c'est un enjeu qui en fait est inscrit dans l'objectif de la bibliothèque. Et donc, il y a une continuité directe en fait à l'accueil de personnes en situation de handicap en se disant l'accessibilité pour tous. C'est évidemment l'accessibilité géographique, sociale, la gratuité, etc. Mais c'est également aussi des enjeux d'accueil, de médiation, de fonds, de fonds qui existent, qui permettent de parler à tout le monde. Et c'est ce que tu soulignais un peu, Ophélie, c'est vrai que c'est pas, enfin, ça a vraiment un enjeu au niveau de la ville, puisque on a conscience, et c'est ce qu'on a vu, nous, au fur et à mesure de ce numéro, que de nombreux professionnels qui travaillent dans la ville viennent à la médiathèque pour, j'allais dire, faire un peu leur catalogue, non, mais pour se renseigner aussi, parce que, tiens, dans telle structure hospitalière, dans telle association, dans telle école, l'enjeu se pose. Et finalement, le fait d'avoir un fonds adapté des personnes qui sont spécialisées sur ces sujets, ça a aussi une utilité plus généralement dans la problématique d'accessibilité pour l'ensemble on va dire, du maillage culturel sur le territoire. Donc, toi, t'en vois souvent des professeurs qui viennent Oui, oui, on en a énormément et on a aussi des appels de structures, des associations et des profs aussi ayant des élèves allophones, comme tu le disais. Hmm. Et là-dessus, pour finir, nous, cette question de l'accessibilité, on la traite à Lecture Jeunesse, puisque l'année prochaine, on fête nos 50 ans, et que l'association, ça fait 50 ans qu'on travaille sur cette problématique-là de la lecture et de l'écriture auprès des jeunes. À ce titre-là, voilà, on entend beaucoup parler des difficultés de lecture, du fait que voilà, les jeunes ne s'intéressent plus forcément aux livres, etc. Nous, on essaye de vraiment renseigner ces phénomènes pour pas rester dans, on va dire, des discours qu'on entend et qu'on répète. Et ça fait au bout de 2 ans, on a réalisé donc une enquête sur l'écriture des jeunes, puisqu'on a beaucoup parlé de leur pratique de lecture, on a beaucoup parlé aussi de leur pratique scolaire. En fait, leur pratique d'écriture, y compris dans la sphère intime, ont été assez peu étudiées. Et donc le mardi 12 décembre, on aura un colloque pour le coup organisé à la Maison de la Poésie en présentiel et en ligne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre ça et à le regarder, puisque pour le coup, on parlera voilà, évidemment du sujet du moment qui est l'IA. Voilà. Mais on parlera aussi voilà, de toutes les pratiques, que ce soit voilà, pratiques manuscrites, pratiques numériques, on va dire le rapport à la compréhension de l'écrit des jeunes, toutes les pratiques, on va dire, qui sont difficilement renseignées, la signification de l'écriture aussi. Qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que ça évoque des sensations particulières, etc. Un peu tout cet implicite de l'écriture qu'on n'a pas forcément sur les jeunes et qui renvoie aussi à des problématiques qu'on a couvert là aujourd'hui sur le thème plus précis du handicap. Donc, merci à tous et toutes d'avoir été là, d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis, on se retrouve au SLPJ. Voilà, donc Lecture Jeunesse aura son stand. Et le 4 décembre, on organise une table ronde, justement, à 10h45 sur le thème Les ados face au regard des autres. Quelle place de l'adulte dans la construction de soi, qui sera adressée sur la question de la médiation, en fait. Donc j'espère vous y retrouver. Et puis sinon, une bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup, au revoir. Et Merci à merci tous les Ophélie. deux. Bonne fin de journée à tout le monde. Alors, je signale aux personnes qui vous ont suivi qui pourront retrouver ce webinaire début décembre pendant 4 semaines sur la plateforme Marcom pour revisionner l'ensemble des webinaires de ces 2 jours. Merci à tous les deux.